Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à cette présentation du coup d'un premier épisode de Share Like, la série qu'on est en train de réaliser. Nous, du coup, on est une association qui est basée à Lille, qui s'appelle Lanciné. Et on est une association d'audiovisuel, plutôt orientée sur le cinéma, quoi, sur la diffusion de films. Et on s'est créé un peu autour de l'organisation d'un festival qui s'appelle Nos désirs sont des ordres et qu'on organise en fait chaque année depuis maintenant 6 ans, depuis 2017, et qui est un festival où on diffuse principalement des films qui sont sous licence libre. Et du coup, l'objectif un peu de notre association, ça a été, c'est beaucoup ça, du coup, c'est donc de diffuser des films et de faire un peu la promotion du libre dans le monde de l'audiovisuel. Ce qui est quelque chose qui n'est pas hyper développé encore, mais voilà, ça reste un petit milieu. Et puis voilà, quand même, le festival, depuis plusieurs années, ça marche quand même bien. On arrive à trouver des films. Euh, voilà, et en parallèle de ça, depuis quelques années aussi, on a commencé à développer une plateforme numérique de films qui s'appelle Orciné. Pareil, qui répertorie un peu des films qui sont sous licence libre ou sous licence de libre diffusion. Et on a cette plateforme-là où les gens peuvent consulter en accès libre tous ces films-là. Donc ça, c'est pareil, c'est un projet qu'on développe depuis maintenant, je sais pas combien d'années ça fait, depuis 5 ans. Euh, voilà. Et l'objectif de cette plateforme, c'est un catalogue qui permet aussi, les films qui sont dessus peuvent être utilisés pour organiser des projections publiques. L'idée, c'est ça, c'est pas juste de rester sur du numérique avec une énième plateforme en ligne, mais que ça permette d'organiser des projections physiques. Et donc, notre troisième gros projet, du coup, mis à part le festival et la plateforme, c'est cette série documentaire qu'on vient vous présenter ici aujourd'hui, qui s'appelle Share Alike et qu'on développe aussi depuis 2018 maintenant. Et puis je vais quand même me présenter aussi. Moi, je m'appelle Pablo Albandea, du coup, et moi, je suis plutôt vidéaste. Je fais de la vidéo dans la vie. Euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé dans le cinéma et maintenant je travaille plutôt dans le théâtre. Je crée des vidéos pour des pièces de théâtre. Euh, et voilà, et à côté de ça, je fais des films aussi. Moi, je m'appelle Tristan et je fais des films et j'aime bien en montrer. Je fais un peu plein de trucs comme ça. Et pour revenir sur Sherlock, donc on a commencé à travailler sur cette série en 2018. Donc ça fait plus de 6 ans maintenant. Euh, à la base, l'idée c'était que, c'est parti de, on discute avec des réalisateurs et réalisatrices, et en fait, quand on parle de libre dans l'art, il n'y a personne qui comprend rien. Mais il y a personne qui comprend rien sur les licences libres, mais on se rend compte qu'il y a personne qui comprend rien au droit d'auteur, à comment ça fonctionne, et que en fait, tous les gens, ils ont des espèces de fantasmes sur plein de choses là-dedans. Et donc, on s'est dit que, eh ben, on allait en faire un objet audiovisuel, pour essayer de vulgariser tout ça. Euh, on a cherché des sous longtemps, on a trouvé un petit peu de sous, mais pas beaucoup. On a fait un premier crowdfunding en 2020 aussi, mais on a eu 2500 euros. Donc là, on a réussi à payer le tournage avec énormément de bénévolat. Et là, on a lancé un crowdfunding au début du mois euh, avec l'objectif qui a deux objectifs: finir de payer la post-production, ça c'est fait, et payer la diffusion aussi, notamment les éléments de communication, le sous-titrage, la traduction en anglais, tout ça, tout ça. Donc je vous distribuerai après des petits papiers si ça vous intéresse. Et donc là, on est en pleine post-production,
C'est-à-dire que l'épisode qu'on va vous montrer là, c'est une première version d'un épisode pratiquement terminé, mais où il y a encore des détails à revoir. Et en parallèle, on bosse sur les 8 autres épisodes. Et l'objectif, c'est que ce soit fini à la fin de l'année pour une sortie en février ou mars, à la fois sur Internet et à la fois lors de projections publiques. Donc, si ça vous intéresse aussi, enfin, si vous aimez ce que vous allez voir, n'hésitez pas à en parler et n'hésitez pas aussi, nous on cherche des collectifs, des assos, des lieux où organiser des projections. Voilà. Et l'idée c'est qu'on vous montre cet épisode qui n'est pas le... Enfin oui, peut-être revenir aussi sur ça. On n'a pas... Nous on a défini un ordre un peu dans lequel regarder les épisodes. Mais il n'y a pas épisode 1, épisode 2, épisode 3. Ils peuvent être regardés dans l'ordre que vous voulez. Et donc ça, pour nous, c'est pas l'épisode 1, mais ça peut l'être pour vous. Ouais, et pour compléter un peu, du coup, aussi, donc cette série-là, qui s'appelle Share Alike, en fait, le principe, c'est que, donc, on a divisé cette série en 9 épisodes, et dans chaque épisode, on va à la rencontre d'artistes ou de collectifs de travailleurs ou travailleuses de l'art qui, au départ, c'était plutôt qui utilisent des licences libres dans leur création pour créer ou pour diffuser leurs œuvres. Ça s'est un petit peu décalé au fur et à mesure en fait de nos rencontres, mais globalement, c'est des gens qui essayent de trouver des alternatives, en tout cas au système du droit d'auteur tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et donc, dans chaque épisode, comme ça, on suit un artiste ou un collectif. Et on a croisé ces artistes et ces collectifs avec d'autres personnes qu'on a rencontrées qui sont plus, en général, qui sont plus liées au milieu du libre ou en tout cas qui ne sont pas forcément directement attachées au milieu artistique. Mais donc on a aussi essayé de créer des discussions comme ça entre ces personnes issues vraiment des domaines artistiques et d'autres personnes issues de milieux un peu à côté, quoi, pour essayer de créer des discussions autour de ces sujets-là, du fonctionnement du droit d'auteur, de l'utilisation des licences libres, et voilà un peu comment on a construit les choses, quoi. Voilà. Ben, on va vous laisser regarder, et puis après, ça, donc les épisodes durent un quart d'heure, celui-là il dure un quart d'heure. Donc on va vous laisser regarder, et puis après, si ça vous dit, on pourra en discuter ou préciser des choses là-dessus, quoi. Chercher des financements. Et là, dans ces personnes-là qu'on avait rencontrées, c'était un peu des gens dont nous, on avait entendu parler au cours de nos rencontres, parce que aussi le festival qu'on organisait, en fait, ça nous a fait rencontrer des gens qui utilisaient des licences libres. Puis aussi un peu des stars libristes. Oui, voilà. Les grands noms, quoi. Au début, on était allé voir Antoine Moreau, on était allé voir Benjamin Jean, qu'on voit ici, qui sont un peu des noms qui viennent assez vite quand on cherche des gens qui s'intéressent aux licences libres dans les domaines artistiques, quoi. Et après, un peu autour de ça, on a pu rencontrer d'autres gens. Par exemple, la Polynôme, donc le collectif qu'on voit dans cet épisode-là, c'est Antoine Moreau qui nous en a parlé, qui nous a dit vous devriez aller les voir. Et en effet, on a très bien fait parce que c'est des gens avec qui on s'est très bien entendu, avec qui on est encore en contact maintenant. Et voilà, du coup, ça s'est un peu disséminé comme ça. Et c'est vrai que bon, bah, ça a été très long, on a beaucoup changé de personnes qu'on devait rencontrer. Et puis finalement, ça s'est pas fait. On a trouvé d'autres personnes. Ouais, il y a peut-être que. Enfin, en fait, on a passé beaucoup de temps, mais c'était une bonne chose aussi par rapport à ça, parce que en fait, il y a plein de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si on l'avait fait la série en 3 ans. Et qu'en creusant, et en rencontrant, et en parlant, et en tout ça, on a rencontré plein de gens qui font plein de choses super, quoi. Oui, c'est ça. Nous, la série, ça nous a. Déjà, nous, ça nous a beaucoup servi. Ça nous a aussi fait beaucoup progresser intellectuellement sur justement ces utilisations des licences libres dans les domaines artistiques. Il y a plein de choses sur lesquelles nous, on a bougé pendant la création, enfin, au fil de nos rencontres, des entretiens qu'on faisait.
Et ouais. Et après, il y a des gens qu'on a filmés avant ce tournage-là, qui en fait nous ont dit, ah ben, où on a fait un entretien, ils nous ont dit c'est horrible, on a très mal vécu ça. Bon ben, on s'est dit on arrête là quoi, on va pas vous torturer. Et du coup, en fait, aussi, comme c'est quand même un milieu là, plutôt restreint, en fait, nous, au fur et à mesure de la création de ça, on s'est un peu intégré dans ce milieu-là, et en fait, on a vu les gens qui se connaissaient entre eux, enfin, voilà, et ça allait assez vite au final, quoi. Ouais. J'ai pas compris, c'était quoi l'activité du collectif Polypoly? Alors, ils ont une activité plutôt curatoriale, c'est-à-dire qu'ils organisent des expositions. Donc là, c'est ce qu'on voit, par exemple, on les voit en fait démonter leur exposition qu'ils avaient fait à Marseille à ce moment-là. Euh, et du coup, qui parlait de propriété privée. Et où, voilà, toutes les œuvres, en tout cas, parlaient de propriété privée, avaient un rapport à ça, et de propriété intellectuelle. C'est vraiment un des thèmes, la propriété, le genre d'expo qu'ils font. Oui, c'est ça. En fait, là, c'était leur deuxième exposition. La première, c'était vraiment basé sur la propriété intellectuelle. Euh, et là, leur deuxième exposition parlait plutôt de propriété de l'espace. De l'espace. Ouais, Voilà. Ça parlait de questions politiques liées à l'espace, et notamment Voilà. cette question de la privatisation, Ouais. de à qui ça appartient, est-ce que c'est un bien commun, voilà, plein de sujets comme ça. Et en fait, ce collectif-là, à la base, ils font ça, et enfin, ils se sont rencontrés, c'est des gens qui se sont rencontrés je sais plus, master Pendant leurs d'art, études, ouais. voilà, pendant leurs études, et ensuite, donc au début pour faire des expositions, et ensuite maintenant, ils et elles écrivent des textes, participent à des résidences, voilà. C'est devenu un peu plus foisonnant, quoi. Comment l'industrie voit ça arriver et comment il pourrait se comporter par rapport à ça? Justement, il y a un épisode sur ce thème-là, enfin sur ça, quoi, qui s'appelle, le titre de l'épisode, c'est La main invisible. Et en fait, c'est l'idée que son pouvoir à l'industrie aussi, c'est de ne pas faire exister les choses. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, on a fait beaucoup de subventions, on a tapé à plein de portes et tout ça, et en fait, il y en a aucune qui s'est ouverte, quoi. Et après, en fait, c'est des questions qui ont... En fait, il y a eu quand même beaucoup de débats il y a quelques années, plutôt dans les années 2000, sur ces questions-là, des licences libres dans les domaines artistiques, où là, c'est remonté même assez loin, où les débats, en fait, étaient aussi remontés au niveau du gouvernement, quoi. C'était à l'époque, du coup, de la création d'Adopi, au moment où, justement, les gens de l'industrie culturelle en fait voyaient qu'avec le numérique il fallait trouver quand même une espèce de solution parce qu'ils voyaient bien que ça marchait plus bien, et donc à ce moment-là les débats étaient quand même assez forts, et du coup il y avait des gens dans un épisode par exemple on a interrogé un réalisateur qui s'appelle Joseph Paris, qui à l'époque avait un collectif qui s'appelle Cassandre et qui justement avait essayé d'amener ces questions-là à des niveaux ministériel, gouvernemental, quoi. Et où ils avaient fait des propositions, par exemple, de licence globale. C'est un peu un truc qui était courant, enfin, en tout cas dans les années 2000, où les gens réfléchissaient à ça, c'est-à-dire avoir une sorte de... Je sais pas comment on peut dire, mais D'abonnement. Ouais, d'abonnement. C'est une certaine publicité pour que tous les artistes... Voilà, en fait, tout le monde... Voilà. De redevance, voilà, une sorte un peu de redevance que tout le monde paierait, mais ça nous donnerait accès à tout le monde, à tout le contenu culturel qui serait disponible. Évidemment, ça n'a pas été retenu, cette solution-là, même si, en plus, plus tard, il y a des gens qui y ont réfléchi, mais voilà, et on voit qu'aujourd'hui, en fait, l'industrie culturelle y a répondu plutôt par la politique des plateformes.
Donc en musique, tout ce qui est Spotify, Deezer, c'est-à-dire payer des abonnements à chaque fois pour avoir accès à des contenus. Et c'est vrai que ben, Parce que les questions de licence libre et de remise en question du droit d'auteur, ben, là, est un peu retombé sous le tapis. Et donc c'est vrai que nous, là, on arrive aussi dans un moment où les discussions, j'ai l'impression qu'on recommence à un peu faire surface, mais c'est encore c'est compliqué, quoi. Il y a l'autoproduction aussi qui se fait un petit peu, mais c'est pareil, ça réclame un peu de moyens. C'est ça, Et c'est face au mastodonte, donc voilà. voilà. là, il y a un épisode aussi sur des gens qui font notamment à côté de l'industrie, on va dire, sans suivre les règles et tout ça. Et en fait, cet épisode-là montre aussi que enfin, d'un côté qu'on pourrait appeler alternatif, en fait, il se passe plein de choses. Et que sans les industriels, sans droit d'auteur, sans toutes ces questions-là, en fait, notamment dans la musique, il y a des milliers de concerts qui se font chaque jour, il y a plein de choses qui existent. Juste, c'est pas sous les radars des plus gros, mais il y a plein de choses qui existent, quoi. Et des festivals, mais du coup, ça passe un peu sous le couvert, parce qu'il n'y a pas assez de communication par rapport à ça, ou ça passe un peu comme voilà, sous les radars, et puis de tout le monde, du coup. Ouais. Ouais, disons que c'est d'autres échelles, quoi. Et ça passe pas ça passe pas forcément par des moyens de communication de masse. Et donc, ça va être plutôt quelque chose qui est réservé aux initiés, des gens qui savent. Ça va partir en bouche à oreille, tout ça, mais ça va pas aller beaucoup plus loin, quoi. Donc, ça va toucher un public beaucoup plus restreint. Et souvent aussi local. Et quand même avec quand même une précarité des artistes beaucoup plus importante, quoi. Ouais. Excusez-moi. Est-ce que il y a autour du festival auquel vous participez, Ouais. je ne sais pas si vous l'organisez, Ouais, on l'organise, ouais. Est-ce que vous avez songé à faire une table ronde justement à l'issue en plus maintenant de la suite de documentaires que vous avez tournés, pour justement réunir pas mal d'intervenants, autant dans le juridique et sur le droit d'auteur, sur les artistes qui le défendent, parce qu'en plus là c'était vachement bien choisi, parce que du coup le thème de la vidéo et le thème de l'expo était totalement en raccord avec le thème de ce qui est défendu, donc c'est chouette. On sent qu'il y a même une volonté artistiquement on va dire de dénoncer ou de défricher un nouveau territoire. Est-ce que vous avez l'intention de regrouper un petit peu ces gens-là pour essayer justement de construire un nouveau modèle? Parce que c'est quelque chose qui pourrait être assez fou. Ben, Peut-être juste sur. C'est marrant, c'est parce que pendant enfin, tout ça, c'est parti concrètement pendant la deuxième édition du festival, en mars 2018. On organise une table ronde sur la question des licences libres dans l'art. Il y a 2 personnes qui sont venues. On s'est dit, bon, en fait, ça marche pas, ça. Et donc, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est ça qui a lancé Share Live, quoi. D'accord. pour essayer d'avoir une forme un peu plus, ben déjà plus facile à diffuser, et puis qui peut-être plus, je sais pas, qui puisse toucher. En fait, disons que même nous, là, enfin, ce qu'on aurait dit il y a 6 ans, c'est pas du tout ce qu'on va dire maintenant. C'est-à-dire que quand on part sur ces sujets-là, on tire un fil et on en tire un autre et on en tire un autre. Et en fait, c'est infini, quoi. Et ce qui fait que ça fait un panorama énorme de thèmes à évoquer, quoi. Et notamment, enfin, là, c'est très juridique, mais il y a des épisodes qui sont très sur l'économie. Il y en a qui sont sur plutôt des choses philosophiques. Enfin, voilà, ça part dans vraiment plein de domaines différents et sur plein de sujets différents aussi. Mais après, c'est quand même des discussions qui existent, moi je trouve, et moi enfin, qu'on a pu observer que ça émergeait un peu plus, enfin en tout cas entre le début au moment où on a commencé à avoir l'idée de la série, à l'écrire, etc. Et là, le moment où ça sort, moi je trouve que
il y a quand même des débats qui se font. Alors ça reste quelque chose quand même de niche, mais on a pu voir, par exemple, il y a une asso qui s'appelle Réseau Salariat, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui a été créée par un économiste qui s'appelle Bernard Friot, et qui aujourd'hui est une asso qui réfléchit à tout ça, notamment ils appellent ça une sécurité sociale de la culture. Et on a pu voir que, par exemple, cette association avait organisé un séminaire, et dans le séminaire, en fait, les gens qui étaient invités, en fait, c'est des gens qu'on retrouve dans la série. Par exemple, Polynôme, on fait une intervention, et, et donc voilà, justement, pour chercher à réfléchir à toutes ces alternatives, à comment on pourrait faire un monde sans droit d'auteur, sans propriété intellectuelle, comment ça fonctionnerait. Et, et donc ça existe, mais c'est vrai que c'est encore balbutiant, quoi. Est-ce que ça aurait pas du sens, du coup, maintenant d'avoir un peu plus rencontré cet univers et d'avoir produit cette série documentaire, de refaire cette table ronde maintenant au prochain festival? C'est un peu ça, c'est un peu un objectif qu'on s'était dit. On s'était dit quand même le prochain festival, on aurait aimé en fait inviter tous les intervenants un peu ou le maximum d'intervenants de la série et en effet faire en fait aussi faire en sorte que toutes ces personnes se rencontrent entre elles. C'est un peu aussi le but de la série, c'était un peu de faire des liens entre des personnes qui se parlaient pas forcément avant ou étaient pas forcément au courant de ce que les uns et les autres faisaient. Et c'est sûr que ça, c'était aussi un des objectifs principaux de la série. Hormis le produit final que les gens pourront regarder, c'est que les gens puissent se rencontrer entre eux, quoi. Et à la base, la série, c'était 10 épisodes. Là, on en a fait 9. On a un 10e qui pourrait arriver un jour et qui est sur la question de la transmission du savoir. Et donc, lui, il pourrait arriver... bon, on s'est dit peut-être plus tard, machin, voilà, mais justement, on organiserait un événement qui réunirait tous ces gens et on filmerait pour faire un 10e épisode. Mais donc voilà, c'est des idées qu'on a en tête, il faut voir dans quelle mesure on peut les réaliser, mais on les a en tête, ouais. Et qu'elle fait aussi, il y a la question de la forme que ça peut prendre, quoi. Parce que pour avoir discuté aussi avec les gens de chez Pharmasoft qui sont là, ils ont développé Peertube, je pense que voilà, vous connaissez, et justement, j'étais en grande discussion avec eux sur comment essayer de créer une économie avec ce système-là qui permettrait à la fois de rémunérer toutes les personnes de la chaîne pour qu'elles soient autosuffisantes. Parce que je pense que vous avez dû le croiser dans les débats que dès que ça commence à toucher dans les subventions d'État, il y a un filtre, un porte-filtre énorme qui se fait parce que c'est des petites tables avec des chaises tournantes de toujours les mêmes personnes qui se refilent les subventions. C'est très complexe la culture, comment c'est géré. Donc dès qu'il y a l'État, il y a tout un système de favoritisme en vrai qui ne devrait pas exister, mais qui pourtant existe. Donc comment pouvoir effectivement se détacher de ça, et surtout qu'au niveau technologique aujourd'hui, bon, c'est sûr que pour les expositions et tout, c'est un petit peu différent, mais en vrai, ça participe à la communication et à la médiation. Mais on a des outils qui peuvent affronter quasiment YouTube sur son terrain. Dans quelques années, ça pourrait changer beaucoup les choses. Comme on utilise beaucoup plus LibreOffice, par exemple, en bureautique, alors qu'il y a 10 ans, personne ne savait ce que c'était. Donc j'ai l'impression qu'il y a une possibilité vraiment de tournant d'économie, effectivement, de remettre certaines choses sur le devant de la scène pour les repenser. Et moi, je serais super fan de savoir quand est-ce que, effectivement, vous faites la diffusion et que toutes ces personnes-là pourraient se rencontrer. Parce que moi, je travaille dans le cinéma. En fait, je serais enchanté, en fait, de discuter de nouveaux modèles parce que pas tout cerner des autres, parce que il faut un certain nombre d'années pour voir tous les tenants, les aboutissants. Et je trouve ça va, c'est assez complexe, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un système qui est ultra renfermé sur lui-même et qui privilégie toujours les mêmes. Et comme elle le disait justement, l'un des artistes qui était interviewé, c'est pas forcément une question de
partage, surtout une question d'argent, et de connexion, de lieu, et qu'il est peut-être temps de faire comme ça se fait plus facilement dans la musique, parce que la musique a plus tendance à exister en mode underground et subversif, alors plus les moyens de s'organiser, peut-être parce qu'elle est plus dans les concerts, ça peut être plus instantané, mais j'ai l'impression que oui, ça pourrait toucher tout l'art en général. On pourrait peut-être réinventer la roue, mais ça l'a réinventé en fait, c'est que du travail communautaire, il faut juste jointer quoi. Ouais, Après, chaque art, entre guillemets, a aussi des spécificités, mais... Non, mais puis ses alternatives, par Ah exemple. oui. Nous, on est dans un réseau de cinéma alternatif qui s'appelle le réseau d'ailleurs. En fait, il y a plein de gens, il y a plein de gens en France qui font ça et qui se réunissent et qui se filent des coups de main et tout ça, mais en laissant bien souvent de côté la question économique, c'est-à-dire, comme nous sur cette série, on est bénévole. Voilà. Et en fait, il y a toujours ce truc de, on fait, bon, par contre, l'argent c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt d'accord sur le fait que... Et puis, moi, je trouve que c'est c'est ce qui m'a éclairé en faisant la série aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a juste à jointer, juste à faire des branchements entre des choses qui existent déjà, et en fait, il faut que les gens se parlent, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là, vous êtes dans une belle position de médiation, en fait. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, en plus, surtout quand on est artiste, on est dans ces contraintes, effectivement, financières, de devoir produire, écrire, travailler, démarcher en longueur de temps, essayer de trouver des subventions, de trouver des fonds, tout machin. En fait, ça nous accapare tout notre temps pour essayer de survivre. Et les 3 quarts du temps, on peut prendre un boulot à côté dès que ça marche plus, donc on a encore moins de temps pour le faire. Donc tout ça, mais ça rejoint quelque part la thématique du libre et de ceux qui développent des logiciels libres, parce que beaucoup font ça sur un libre, justement. Donc on peut pas, enfin voilà, je pense qu'en se regroupant petit à petit et en discutant, je pense que tout est possible, peut-être quelque part. Et c'est pour ça que moi j'ai l'impression que aussi je trouve que les endroits où aujourd'hui où il y a le plus de discussions là-dessus, c'est les syndicats d'artistes. En fait, il y a plein de petits syndicats aujourd'hui qui commencent à se créer et qui réfléchissent à des alternatives là-dessus, quoi. Et que ça reste quand même toujours une solution de se syndiquer, de se parler ensemble et de se réunir, quoi. Toujours, c'est ce qui permet de se défendre. Ouais. Aussi. Mais ce qui est compliqué, là on en a un aperçu, mais quand elle parle quand Blandine parle d'intermittence pour les arts plastiques, où en fait il y a plusieurs épisodes où par exemple, il y a un épisode avec David Revoy où il explique comment ça marche dans l'édition. Il y a l'épisode avec Joseph Harris, il explique la rémunération, comment on est rémunéré sur sa création. Et donc, il y a un panorama comme ça de plusieurs disciplines artistiques, et où en fait, c'est très éloigné. Et donc, ce qui est hyper compliqué, c'est que en fait, il y a déjà des gens qui, dans leur domaine, essayent de se faire payer et qui en sont là. Donc, le fait qu'ils puissent en sortir pour se dire « Ah, mais en fait, on peut lutter avec plus de gens pour aller vers autre chose », en fait, c'est hyper compliqué. Et c'est ça qui fait aussi que ça tient pour les industriels, quoi. Est-ce que, pendant la réalisation de cette série, vous avez réussi à utiliser que des œuvres libres et des logiciels libres? Alors, dans le contenu, tout est libre, c'était un peu aussi le principe. Donc, toute la musique, justement, les œuvres aussi qu'on voit qui viennent entrecouper les discussions, tout ça, c'est un peu l'objectif, c'est du libre. Pour les questions de logiciels, c'était un peu notre objectif au début. On s'était dit, on aurait bien aimé que toute la création se fasse sous logiciel libre. On n'a pas vraiment réussi, mais c'est surtout par manque de temps et de moyens, parce qu'en fait, là, nous, on a trouvé des gens qu'on connaissait, et en fait, c'est aussi... Enfin, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué à mettre en place un workflow entièrement sur du logiciel libre,
sur toute la chaîne, donc montage image, montage son, mixage, étalonnage, et que ça aurait pu se faire, mais si les gens avec qui on travaillait en fait auraient accepté de se former, mais en fait on n'a pas le temps et pas vraiment l'argent pour ça, quoi. En fait, il y a personne avec qui on travaille qui travaillait avec des logiciels libres. Donc on leur a demandé quand même, mais le fait que... c'est difficile de demander à chaque... Si, il y a le monteur son. Non, Reaper, c'est pas libre. Ah. Non. C'est compliqué de demander à des gens de se former sur un logiciel pour ensuite l'utiliser, alors qu'on les paye, mais on les paye pas du tout très bien pour ce qu'ils font. Donc, on a lâché là-dessus. C'est un peu notre seul, le seul endroit où on n'a pas réussi, quoi. Et les œuvres, du coup, qui sont en termes de contenu, du coup, c'est que du livre, vous les avez trouvés comment? Sur la vidéo, c'est assez facile parce que... parce qu'on a Orciné, donc ouais, voilà. Orciné, donc sur Orciné, il y a... on sait, par exemple, sur Orciné, il y a plus de 300 films, et on a plein qu'on rajoute. Là, c'est du domaine public. Mais après, en fait, pour de la musique, au fur et à mesure, on sait où chercher, quoi. Et on s'est aussi entouré de gens. Par exemple, la musique, c'est une artiste qui s'appelle Rose Azerti, qui est artiste d'un épisode, et qui, en fait, fait de la veille sur de la musique libre. Et donc, on lui a demandé un coup de main. Ouais, elle évolue dans ce milieu-là depuis des années et des années. Tout ce qu'elle produit, elle le met sous licence CC0. Donc en fait, elle avait déjà plein de connexions. Donc en fait, on l'a chargée de faire toute la direction musicale, quoi, de tous les épisodes. Et c'est elle qui allait nous chercher de la musique, quoi. Puis après, c'est fouiller sur Internet, quoi. Genre, il y a un épisode où c'est des peintures. Il y a une artiste libriste qu'on avait repérée, voilà, donc une partie de ses peintures. Et après, il y a plein d'autres peintures du domaine public. Et là, ça a été aller à la pêche. Aller à la pêche. Mais c'est très pratique, Wikipédia, Wikimedia, tout ça, pour ça. C'est super. Voilà. On va arriver à la fin. Une je dernière crois, question. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Si vous voulez, oui, on est toujours à la recherche d'argent, comme on vous l'a dit. Donc, n'hésitez pas. Et si vous voulez, il y a aussi ce petit escargot noir. L'emblème de Lanciné est un escargot. Si vous voulez participer avec quelques piécettes. Est-ce que vous avez quand est-ce que vous faites votre prochain festival, alors du coup? C'est daté, pas encore? Et là, on a c'est pas daté. Là, on l'a un peu mis de côté parce qu'en fait, la série nous prend énormément de temps. Et donc, on sort la série normalement en février. Enfin, on aimerait bien la sortir en février. Et après ça, en fait, on va se remettre au festival. Alors, je sais pas si du coup on va le faire cette année. Mais ce sera peut-être en automne, quoi. Voilà. Automne prochain, quoi. Ouais. Bravo, en tout cas. Merci. Merci.